Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 février 2026 et notre nouvel ami Stanislav Krapivnik. Je ne suis pas sûr de bien prononcer ton nom. Ah, parfait. C'est un plaisir de t'avoir dans le podcast, Stas. Thank you. Merci. J'étais dans un podcast il y a quelques jours et l'animateur n'arrêtait pas d'oublier mon nom. Alors je suis désolé, au bout de la 5e fois qu'il a oublié mon nom, j'ai juste dit « Oh, d'accord ». Vous savez, ça arrive, j'imagine. Oui, c'est vraiment un plaisir de te connaître et de discuter avec toi, Stas. Et s'il te plaît, abonne-toi et mets un j'aime. Cela nous aide à toucher plus de monde. Permets-moi de commencer, Stas, par ce qui se passe à Abu Dhabi. La réunion trilatérale entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. Selon toi, vers quoi nous dirigeons-nous? Avant d'en arriver là, parlons de la réalité sur le champ de bataille en Ukraine. La guerre semble se rapprocher de Kiev, et Zelensky, ainsi que son administration, connaissent la réalité de la situation actuelle. D'un autre côté, on voit les Européens devenir quelque peu radicaux face au conflit. Ils ne veulent pas reculer, ils ne veulent pas voir la réalité. Alors comment vois-tu la situation sur le champ de bataille en Ukraine? Eh bien, je ne vais pas entrer trop dans les détails, car cela pourrait prendre 1 heure entière. J'ai déjà fait cela plusieurs fois la semaine dernière, peut-être il y a 2 semaines. La réalité, c'est que, et on le voit à différents endroits, les Ukrainiens s'épuisent. Ils sont vraiment à bout. Pour donner un exemple rapide, jugez-les à la taille de leur soi-disant contre-attaque ou offensive. En 2022, il y a eu une grande offensive à Kharkiv qui, soit dit en passant, a détruit le point de fer ukrainien. Les chars qu'ils massaient à Kharkiv, les cachant dans des immeubles résidentiels et des parkings. Lorsqu'ils sont sortis au combat, ils ont subi de lourdes pertes, mais ils n'en parlent pas. Ils se contentent de dire qu'ils ont réussi à repousser l'armée russe, qui était alors très dispersée. Puis Kherson. Au fait, l'armée russe s'est retirée de la ville de Kherson et les Ukrainiens sont arrivés 3 jours plus tard. Ils craignaient de tomber dans une embuscade et ils ont effectivement été touchés par l'artillerie une fois entrés dans la zone de tir. Mais c'était là des offensives relativement importantes. Ensuite, il y a eu la fameuse contre-offensive de 2023, ce qui est insensé quand on y pense. C'est une mauvaise analogie que j'ai utilisée pour l'offensive de 2023. C'était comme un mauvais film de Van Damme. Je vais lever ma jambe droite et la mettre sur ton oreille gauche. Reste là. Attends 1 seconde. Et ils ont littéralement fait ce qu'ils avaient annoncé. Ils ont attaqué exactement là où ils avaient dit qu'ils le feraient. Et c'était comme, personne ne fait vraiment ça. Tu pourrais dire à ton adversaire, je vais par ici, mais en réalité tu vas par là, puis encore ailleurs, et encore ailleurs. C'est ce qu'on appelle, tu sais, l'effet de surprise. Mais non, aucun effet de surprise. Ils ont commencé plus ou moins à la date qu'ils avaient annoncée. Et le résultat, c'est environ 85 000 morts du côté ukrainien. Je ne sais pas combien ont été blessés. Ils ont laissé beaucoup de leurs blessés mourir. Au début, ils les utilisaient comme cibles d'artillerie, des pièges à artillerie. Donc quand les soldats russes sortaient pour ramasser les blessés, ils commençaient à tirer de l'artillerie sur eux. Au bout d'un moment, ils les ont simplement laissés mourir sur place et pourrir. Personne n'allait les récupérer. Et pour ce prix-là, ils ont pris un champ d'environ 120 km², à peu près 12 sur 10, ce qui est une toute petite boîte. C'est un niveau de perte comparable à la Première Guerre mondiale. Ensuite, c'était en 1923. En 1924, nous avons eu la contre-offensive, ou offensive, de Kharkov. Et peu importe à quel point les médias occidentaux l'ont exagéré, avec des cartes montrant d'immenses avancées, la réalité est qu'ils n'ont réussi à pénétrer que dans le sud-est de l'Ukraine, dans l'oblast de Koursk.
Ils ont pris le sud-est de Koursk, soit environ 12 ou 13% de l'oblast. Ce n'est pas un petit oblast à la base, mais c'est pas énorme non plus. Ils en ont pris environ 13%, une grande ville là-dedans, et une série de petits villages au milieu des bois. Donc ça, c'était en 1924. En 1925, qui sait? Et ce qu'on remarque à chaque fois, c'est que leurs gains deviennent de plus en plus petits. Ils manquent d'hommes et de matériel, mais ils continuent à faire ces coups de communication. Je pense que c'est la première guerre de l'histoire où un camp se bat, non pas tant pour des victoires stratégiques ou tactiques, que pour des victoires de relations publiques. Vous savez, il faut obtenir le bon titre. L'armée ukrainienne a percé ici. Puis ils se font tous tuer 10 minutes plus tard. Peu importe, car on a juste la photo d'eux brandissant un drapeau. Et ils l'ont littéralement fait d'ailleurs. Ils envoient en gros des escouades suicides. Il faut que tu prennes une photo de toi à la frontière, dans tel ou tel bâtiment, pour qu'on puisse te géolocaliser à l'intérieur. Mais tu vas te faire tuer ensuite, tu sais. Survis si tu peux. Mais imaginez la scène. Ils ont en fait commencé à faire ça à la frontière russe en 2023. Et ces types se faisaient tirer dessus. Les gardes-frontières russes les voyaient et ouvraient le feu, pendant qu'ils étaient là à installer des bornes frontalières, à prendre des photos. C'est comme bon sang, quel gâchis d'hommes, mais c'est de la communication. Tout est une question d'image. Eh bien, même la communication ne peut pas dissimuler ce qui se passe actuellement sur le champ de bataille. Je le répète, Zaporizhia est le point le plus faible en ce moment. Le grand combat se déroule à Kostiantynivka. Les forces russes qui avaient pris Krasnohorivka et libéré Dmitrov ou Mirnograd sont redéployées sur Kostiantynivka. Les Ukrainiens engagent toutes leurs forces à Kostiantynivka. Le second grand combat dans cette zone se déroule à Krasnohorivka, car une fois Krasnohorivka prise, et elle est déjà partiellement encerclée, une fois Krasny Liman capturé, on se retrouve sur les hauteurs dominant Sloviansk. Et si l'on parvient à commencer à isoler Sloviansk, on coupe en réalité toute l'agglomération de Sloviansk, Kramatorsk et Kostiantynivka, qui constitue la dernière zone fortifiée et urbanisée du Donbass pour les Ukrainiens. Les Russes avancent lentement vers Dobropilya, Donetsk-Dobropilya. Il existe aussi une Dobropilya dans la région de Zaporizhia. C'est un peu déroutant parce que beaucoup de ces noms de villes se répètent ou ont des variantes. C'est comme Dobropilya, Dobroskepolia, quelque chose comme ça. Donc, si les gens ne font pas attention, ils commencent à se mélanger parce que les mêmes noms reviennent sans cesse ou se ressemblent. Mais le point important, je pense, la grande avancée, se produit à Zaporizhia parce que c'est un front qui s'étend d'un bout à l'autre à partir de Huliaïpol. En fait, l'armée russe se trouve actuellement à environ 2 kilomètres à l'ouest de Huliaïpol, peut-être 3, et elle progresse, tandis que les Ukrainiens y engagent tout ce qu'ils peuvent. Si vous regardez réellement les cartes ukrainiennes, elles n'ont pas été mises à jour depuis 3 mois. Donc, selon leurs cartes, la Russie n'a même pas atteint Huliaïpol, mais en réalité, elle se trouve déjà à l'ouest de Huliaïpol, à environ 25 ou 26 kilomètres à l'ouest depuis Orikhiv. Orikhiv a été encerclée par le sud par 2 colonnes, et une autre colonne avance depuis l'ouest pour frapper Orikhiv, à environ 7 ou 8 kilomètres de là. Ainsi, la pression s'exerce sur plusieurs zones, et c'est votre dernière grande ville fortifiée. Eh bien, encore une fois, c'est l'un de ces endroits où, comme en Amérique ou dans les grandes villes russes modernes, on observe une expansion urbaine parce qu'il y a beaucoup d'espace. Ici, c'est un peu la même chose, sauf que l'expansion urbaine se développe surtout le long de 2 grands axes routiers. Donc vous avez Poloi au centre et autour, l'étalement urbain.
ces petites villes voisines qui se fondent les unes dans les autres. C'est là que se forme cette ligne de fortification dans la région. Mais c'est tout. Au-delà, ce sont essentiellement des champs ouverts. Ils essayent de creuser des fortifications de campagne à découvert, mais ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire. En gros, c'est dans cette zone que je pense que tout va s'effondrer rapidement. Les troupes russes ont déjà pris le passage à travers l'estuaire, à environ 11 km au sud de Zaporizhzhia même. Zaporizhzhia se trouve dans le coin nord-ouest de la province du même nom. À partir de ce point, en ligne droite, ils sont à environ 11 km de la ville de Zaporizhzhia. Donc, pour les Américains, cela fait environ 6,6 miles. Pas vraiment une très grande distance. La seule chose qui sauve les Ukrainiens en ce moment, c'est la météo, parce qu'il ne fait pas assez froid. Les températures là-bas varient de juste au-dessus de zéro à environ moins 10 et parfois même plus bas. Le problème, c'est que comme nous en parlions, même à moins 13, vous savez, j'ai une voiture de couleur sombre, la neige sous le soleil, à moins 13 fondait. En fait, je passais en voiture près d'un grand tas de terre et d'argile provenant de travaux routiers qui n'avaient pas encore été enlevés, et il dégageait de la vapeur. Il faisait moins 13 dehors, un grand soleil, et ça fumait parce que, premièrement, il y avait des copeaux de bois et d'autres matières en décomposition, et deuxièmement, le soleil réchauffait le sol. Et il fait moins 13 dehors. On ne penserait pas que ça dégèle, mais ça fume déjà, ce qui veut dire que ça commence à se décongeler. Cela devient un gros problème quand on a des chars et du matériel lourd qui traversent ces champs à découvert. Ils sont gorgés d'eau. La glace fond sous la lumière du soleil, même s'il gèle dehors. Bien sûr, la nuit, ça regèle, mais cela complique les choses pour le matériel lourd. Et une fois que le dégel s'installe vraiment et que tout est inondé, tant que tout cela ne s'est pas écoulé, on aura environ un mois de déplacement très limité, parce qu'on ne peut pas traverser cette terre noire. C'est comme traverser, oh Seigneur. Si tu n'as jamais traversé de la terre noire, tu vas en baver. Elle ne se contentera pas d'aspirer tes bottes, elle t'arrachera aussi les chaussettes. Elle pourrait même te décaper la peau jusqu'aux os. Ce n'est même pas comme de l'argile, c'est comme des sables mouvants, probablement pire encore. Elle a une consistance étrange, ce qui rend le déplacement extrêmement difficile. Les véhicules ne font qu'agiter la boue jusqu'à ce que tu te retrouves littéralement à nager dedans. Et puis, d'un point de vue historique, dès que les engins lourds sont entrés en jeu, c'est déjà une chose à cheval et encore plus dur quand tes chevaux tirent des chariots, mais quand tu fais passer des véhicules lourds là-dessus, ils s'enfoncent tout simplement. Je veux dire, complètement, ils restent embourbés. Et ensuite, on attend que tout sèche avant de commencer à les déterrer. Cela donne donc un peu de temps aux Ukrainiens, car les forces russes ne peuvent pas se déplacer aussi vite ni aussi efficacement dans cette zone. Mais cela reste le secteur le plus faible, car ils n'ont tout simplement pas assez d'hommes. Ils n'ont pas de position préparée. Celles qu'ils avaient ont toutes été submergées au sud et à l'est. Et contrairement au Donbass, où ils ont coulé du béton pendant 8 ans pour préparer ces positions, il y a beaucoup moins de villes dans la région de Zaporizhzhia. On n'y trouve donc pas cette agglomération sans fin de banlieues, de villes et de villages qui se fondent les uns dans les autres. Et ils n'ont pas eu 8 ans pour faire quoi que ce soit. Ils ont eu environ 1 an et demi pour construire des fortifications de campagne. Et ils ont fait un très mauvais travail dans l'ensemble. Tant que Huliaïpol tenait, il tenait plus ou moins cette ligne. Mais au moment où Huliaïpol est tombé, c'en était fini. Le flanc était perdu et le flanc ouest était déjà en train d'être contourné.
Donc maintenant, les forces qui se trouvent au centre sont progressivement comprimées autour d'Orikiv. Et une fois que ce territoire sera pris et que les lignes de communication en profondeur seront sécurisées, il restera environ 11 km jusqu'à Zaporizhia. Je pense donc que c'est là l'enjeu principal. Si Zaporizhia tombe, non pas si, mais quand, cela ouvre tout le centre de l'Ukraine dans de nombreuses directions. Et cela devient un scénario cauchemardesque pour les Ukrainiens, car ils ne peuvent pas se défendre dans toutes les directions. Non, allez-y. Go ahead. No, go ahead. Yeah. We know that on the part of the NATO. Nous savons que du côté de l'OTAN, il y a encore des personnes aux États-Unis, comme Lindsey Graham, qui parlent de fournir à l'Ukraine des missiles Tomahawk. Voyez-vous, à ce moment précis, à ce stade de la guerre en Ukraine, quelque chose que l'Occident puisse offrir pour changer la donne ou donner un certain levier à la position de l'Ukraine. Que peuvent-ils faire d'autre? Est-ce même possible dans la situation actuelle, compte tenu de leur armée, de leurs effectifs et du soutien qu'ils reçoivent de l'Occident et de l'OTAN? Que peut encore faire l'OTAN pour eux qu'elle n'ait pas déjà fait? Eh bien, l'armée américaine pourrait mobiliser l'ensemble de ses forces terrestres opérationnelles, ainsi que le corps des marines, environ 450 000 soldats, et les envoyer sur le champ de bataille, puis encaisser les pertes massives qui s'ensuivraient. Ils pourraient le faire. L'ensemble de l'OTAN en Europe pourrait à peu près rassembler tous ces soldats aptes au combat. Et cela représenterait probablement un peu moins que ce que les États-Unis pourraient déployer seuls. Ils pourraient eux aussi tout envoyer sur le champ de bataille et subir les pertes massives. Je veux dire, il y aurait beaucoup d'Européens morts et beaucoup d'Américains morts. Ils ne veulent pas en parler. Lindsey Graham, lui, ne veut certainement pas en parler. Ce petit apprenti Epstein dit « Oh, il n'y a plus d'Américains maintenant. » Ah oui? Il y en a, et pas qu'un peu. D'ailleurs, ces HIMARS qui font boom, ce sont des Américains aux commandes. Les Patriots qui font boom, vous savez, une batterie Patriot compte 94 personnes quand elle est au complet. Il y a les mécaniciens, les opérateurs, les commandants, tout le monde, 94 personnes. Et ce ne sont pas des Ukrainiens. Ils n'ont pas formé autant d'équipages patriotes. Je veux dire, le cours de base pour former un mécanicien patriote dure environ 54 semaines. Les officiers, c'est un semestre, les opérateurs, un peu moins. Mais bon, c'est long. La plupart de ces batteries patriotes, quand les Allemands disent « Oh, nous leur avons donné 2 batteries patriotes », eh bien, devine qui se trouve derrière ces batteries patriotes. Ce sont des Allemands. Et quand ces systèmes patriotes sont touchés, ce sont des Allemands qui brûlent dans ces véhicules, ou des Américains, ou des Britanniques, ou des Polonais, pas des Ukrainiens. Donc il y a beaucoup d'Européens qui sont allés rejoindre Cinq Bandera. Tu sais, les Polonais ont subi environ 10 000 pertes, toi. Et c'est parce qu'ils faisaient tourner leurs bataillons pour leur donner de l'expérience au combat. Mais tu sais, on acquiert de l'expérience au combat en étant au combat. Et quand on est au combat, on commence à subir des pertes. C'est un peu comme ça que le jeu se joue. Novoris semble avoir un peu reculé sur ce point, ce qui est une bonne chose. Mais en même temps, certaines des choses qu'il dit laissent perplexe. Quand le type affirme qu'il parle à Piłsudski tous les jours, le gars est mort depuis 90 ans, ça pousse à se poser quelques questions. Et il y a d'autres déclarations qu'il a faites. Mais pourquoi la Pologne n'arrive-t-elle pas à avoir un dirigeant normal depuis 30 ans? Il y a des gens normaux comme Braun, mais il continue d'élire des personnes un peu dérangées d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas pourquoi. Bref, le problème avec le Tomahawk. D'abord, le Tomahawk serait tiré exclusivement par des Américains. Soyons honnêtes. Je vais t'en dire une autre. Les HIMARS sont tirés exclusivement par des Américains.
Ce ne sont pas les Ukrainiens qui tirent les HIMARS. D'un bout à l'autre, ce sont des Américains. Et je le dis depuis 3 ans maintenant, ce sont des Américains. Ce sont des Américains dans les véhicules. Ce sont des Américains qui choisissent les cibles. Ce sont des Américains dans les véhicules qui lancent ces missiles. Ce sont des systèmes américains qui guident ces missiles. Donc lorsque ces missiles frappent des cibles civiles et tuent des femmes et des enfants, c'est l'armée américaine qui tue des civils russes. Je ne vois pas comment le dire autrement. Et merci, New York Times. En décembre 2024, le New York Times a tout confirmé, y compris le fait que les missiles Attack-MS n'étaient pas une demande des Ukrainiens. C'était une exigence des généraux américains qui dirigeaient la guerre. Le New York Times, vous savez, le porte-voix de la CIA, a tout révélé. Merci d'avoir confirmé ce que je disais depuis 2 ans avant cela. C'est agréable d'être, vous savez, confirmé, parce que même à la télévision russe, les gens me regardaient comme si j'étais un peu, vous savez, à côté de la plaque. Comme non, ce sont des Américains. Ne dites pas que c'était des Ukrainiens qui tiraient. C'était pas des Ukrainiens qui tiraient. Ils étaient peut-être sous organisation ukrainienne, mais ils ne répondent pas aux Ukrainiens. Ils sont contrôlés par les Américains. Donc oui, que ça plaise ou non, c'est comme ça que les choses se passent. Alors, en dehors de mettre beaucoup d'Européens et d'Américains dans la ligne de mire pour être tués dans cette guerre, il n'y a pratiquement rien qu'ils puissent réellement faire. Maintenant, le problème avec les Tomahawk, c'est que non seulement ce seraient des Américains, mais un Tomahawk est un missile à capacité nucléaire. Donc, s'il y a des Tomahawks en route vers Moscou, la seule façon de savoir s'il s'agit d'un missile à capacité nucléaire, c'est soit lorsqu'il explose et que vous découvrez la nature de l'ogive, soit si vous le descendez et que vous inspectez l'ogive. Dans tous les cas, il faut tenir compte du fait que les États-Unis ont une politique de première frappe et ont tenté de décapiter l'Iran et, avec les Israéliens, ont essayé de décapiter le Hezbollah. Ils ont déjà mené ce genre d'opération en Yougoslavie lorsqu'ils ont tenté de tuer Milosevic. Les gens ne s'en souviennent pas, mais c'est arrivé. Ils ont bombardé sa maison et tué une partie de sa famille. Ils ont fait cela à de nombreuses reprises, toujours sous couvert de négociations, y compris en Yougoslavie et ailleurs. Les États-Unis ne sont pas exactement un partenaire digne de confiance là-bas, si tant est qu'on puisse les appeler un partenaire. Donc, s'il y a un missile en direction de Moscou et que c'est un Tomahawk, il faut envisager qu'il puisse s'agir d'un missile à ogive nucléaire destiné à une frappe de décapitation. Et quelle serait la réponse logique? Une frappe nucléaire à grande échelle contre les États-Unis et l'Europe. Anéantissement total. Et ensuite, nous aurions l'Armageddon nucléaire. Alors, voulez-vous vraiment donner ce genre de pouvoir aux satanistes assis à Kiev? Et encore une fois, il y a des satanistes à Washington. Je ne sais pas quelle est vraiment la différence. Les dossiers d'Epstein révèlent beaucoup de choses sur beaucoup de gens en ce moment. Donc, vous savez, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils puissent faire quoi que ce soit à part déclarer la guerre et tout lancer. Y compris l'évier de la cuisine. Je pense que ce que nous avons en Ukraine est quelque chose que les États-Unis n'ont pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale, une véritable guerre. En Irak et en Afghanistan, ils étaient dominants. Ces pays n'avaient même pas la puissance militaire nécessaire pour affronter les États-Unis. Mais c'est la première fois qu'ils se battent en Ukraine. Non seulement les États-Unis, mais toute l'OTAN. Tous les pays de l'OTAN combattent la Russie en Ukraine. Vous avez mentionné comment les Américains étaient impliqués, comment les Européens étaient impliqués, et pourtant, tous ensemble, ils ont été d'une certaine manière vaincus par l'armée russe. Et comment voyez-vous l'évolution de l'armée russe? Avant la guerre en Ukraine, tous les experts militaires en Occident, même dans les médias alternatifs,
considérait l'armée russe comme une force défensive. Mais la réalité d'aujourd'hui est totalement différente. Elle se transforme depuis plus de 4 ans maintenant. Nous approchons des 4 ans de conflit en Ukraine. Cela montre à quel point l'armée a changé et combien d'expériences elle a acquises tout au long de la guerre. Alors, comment évaluez-vous l'armée russe aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était avant le début du conflit? Une force défensive à l'époque. Et maintenant, je dirais que c'est l'armée la plus expérimentée de la planète au fil du temps. Eh bien, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d'abord, dans le cas des Américains, la Corée. La Corée a été la dernière véritable guerre que l'armée américaine a menée, et elle y a subi de lourdes pertes. Je ne compterai pas le Vietnam, car le Vietnam était principalement une guerre de guérilla, même si le Sud-Vietnam est finalement tombé face à une offensive combinée du Nord-Vietnam. Il n'est pas tombé face au Viet Cong. Le Viet Cong avait pratiquement cessé d'exister après l'offensive du Tet, et les Nord-Vietnamiens les avaient poussés à participer à cette offensive pour s'en débarrasser, car ils ne voulaient pas de concurrence politique une fois la guerre terminée. En ce qui concerne la Russie, eh bien tout d'abord, la Russie avait une expérience du combat au Vietnam, en Tchétchénie 1 et en Tchétchénie 2. La deuxième guerre de Tchétchénie a eu lieu en 1999. Donc oui, d'accord, cela remonte à environ 20 ans. Mais pour beaucoup de commandants supérieurs et de sous-officiers expérimentés, ils avaient vu le combat de près dans ces zones, donc ils n'étaient pas des novices. Et ce n'était pas le même type de combat que celui mené par les Américains en Afghanistan ou en Irak. C'était différent, car l'approche américaine, la procédure opérationnelle standard, consiste, lorsqu'on commence à essuyer des tirs de sniper, à riposter dans la direction générale, puisqu'il est assez difficile de déterminer exactement d'où proviennent les tirs. Tu regardes ton camarade, tu vois dans quelle direction son cerveau ou les éclaboussures de sang sont allées, et tu devines à peu près d'où venait la balle. Ensuite, tu tires dans cette zone, tu romps le contact, et tu appelles l'artillerie ou l'aviation pour raser le bâtiment d'où le tir a pu provenir. Et tant pis pour ceux qui vivent dans ce bâtiment. C'est leur problème, pas le tien. C'est l'approche standard. Quand l'armée russe se battait beaucoup plus près et beaucoup plus durement en Tchétchénie 1 et 2, surtout en Tchétchénie 2, elle essayait plus ou moins de préserver les civils, même si la plupart d'entre eux avaient déjà été évacués de Grozny à ce moment-là. Eh bien, ça en fait un. Donc au moins, une grande partie de la haute direction avait une expérience pratique des combats de rue et des affrontements très très intenses. Puis il y a eu la Syrie. Et d'abord, le premier indice qui aurait dû alerter les Américains et tous ces soi-disant experts, c'est quand ils ont prédit que l'armée russe ou les forces russes en Syrie s'épuiseraient en 2 à 4 semaines et s'effondreraient, incapables de mener leur mission à bien. Et pourtant, 2 ou 3 ans plus tard, elles continuaient à accomplir cette mission chaque jour. Rien que cela aurait dû déclencher beaucoup de signaux d'alarme dans les esprits. Peut-être que nous sous-estimions les choses. Mais non, ne t'en fais pas. Mais ce que faisait l'armée russe, d'ailleurs, du moins de manière limitée, c'était de faire tourner les effectifs, en particulier les pilotes de chasse et les pilotes de chasse bombardiers, ainsi que les pilotes d'avions d'attaque au sol et quelques unités d'infanterie présentes en petit nombre. Ce qu'ils faisaient activement, c'était de faire tourner les commandants afin que ces hommes acquièrent une expérience pratique. Voilà pour commencer. En 2022, l'armée russe considérait que l'armée ukrainienne avait été construite par l'OTAN. C'était la plus grande armée de l'OTAN, même si elle n'en faisait pas partie, créée et armée par l'OTAN. Et l'armée russe qu'il a affrontée en 2022
était prête à lancer un assaut dans le Donbass et à exterminer la population. Et selon leurs propres documents, leur plan était de frapper à Volgograd, à Voronezh et vers le sud-est à Rostov-sur-le-Don afin de provoquer une crise en Russie et de faire s'effondrer le gouvernement en envahissant le territoire russe. Ils ont été devancés. Il y avait déjà des unités ukrainiennes de reconnaissance et de sabotage à l'intérieur de la Russie qui ont été encerclées et anéanties. Ainsi, lorsque la Russie a attaqué, la force à laquelle elle s'est heurtée était 2 fois plus importante que prévu. Commençons par cela. Il y a eu beaucoup de pertes du côté russe à ce moment-là, car ils combattaient un ennemi 2 fois plus nombreux. Ensuite, la Russie continue de se battre avec un bras et une jambe attachés. Elle reste soumise à des limites relativement strictes sur ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Vous n'avez pas vu de bombardement massif. La Russie pourrait transformer Kiev en Gaza. La Russie pourrait transformer n'importe quelle ville ukrainienne en Gaza, ou en Mossoul, si l'on veut prendre l'exemple américain de la libération d'une ville. Il suffit d'anéantir la moitié de la population, de détruire tous les bâtiments, d'y planter son drapeau et d'appeler cela une libération. Vous savez, la Russie ne combat pas de cette manière. Et c'était d'ailleurs le message de Poutine aux Européens. Ne pensez pas que ce que nous faisons ici est ce qui vous arrivera. Les gants de velours tomberont et les gantelets d'acier en dessous seront ceux qui frapperont. Alors réfléchissez-y. Mais je ne pense pas que les Européens le comprennent vraiment. Enfin, certains oui. Je sais que certaines personnes comprennent. Je pense que les dirigeants en Europe comprennent cela. Et je vais vous révéler un secret de Polichinelle. Secret seulement, parce qu'il n'a pas été mentionné. Au cours des 3 premiers mois des opérations de combat, alors que les négociations étaient encore en cours, l'armée russe n'était pas autorisée à tirer sur les Ukrainiens tant qu'elle n'avait pas essuyé le feu de leur part. On parlait à des soldats qui les voyaient se préparer à une attaque, et ils ne pouvaient rien faire. Normalement, si vous voyez quelqu'un se préparer à attaquer, vous appelez l'artillerie sur leur position, vous ouvrez le feu. Vous n'attendez pas qu'ils vous attaquent. Mais là, ils devaient rester assis et attendre que les Ukrainiens engagent le contact. Et seulement alors pouvaient-ils commencer à riposter. C'était les 3 premiers mois de ce conflit. L'armée russe se battait avec les 2 bras attachés dans le dos, une jambe attachée aussi, et une cagoule sur la tête dès le tout début. Et malgré cela, elle a anéanti la majorité des forces ukrainiennes, la première armée ukrainienne. Nous en sommes maintenant à la version 4.0, peut-être même à la version 5.0. Cela dit, une autre raison pour laquelle il y a eu beaucoup de pertes, enfin, un niveau de perte plus élevé, c'est que beaucoup de jeunes commandants voulaient se faire un nom. Ils pensaient que ce serait rapide, que ce serait fini vite, donc il fallait faire preuve de bravoure et de gloire pour obtenir la gloire. Donc, ce mois-là, ils prenaient des risques à cause du manque d'expérience, de leur impulsivité et de leur goût de la gloire. Ils prenaient des risques qu'ils n'auraient pas dû prendre, et ça tue des gens. Maintenant, tout est beaucoup plus sobre. Ce n'est pas une question de gloire, pardonnez-moi l'expression. Il y a assez de merde à avaler pour tout le monde, et c'est pas quelque chose qui va se terminer bientôt. Alors, d'accord, allons-y, prudemment. On avance à droite, on ne fait pas d'héroïsme stupide, et on élimine simplement l'ennemi. C'est ce qu'il faut faire, et c'est comme ça que c'est fait maintenant. De plus, ce que l'Europe ne comprend pas à propos de l'armée russe, c'est sa capacité de mobilisation. La mobilisation partielle, elle était vraiment partielle. La réserve russe comprend toute personne ayant reçu une quelconque formation militaire.
Je ne parle pas d'expérience de combat, simplement de n'importe quelle forme de service militaire. Donc les personnes qui ont effectué l'appel d'un an, servi sous contrat ou plus longtemps, peu importe, âgées de 18 à, je crois, environ 50 ou 55 ans. Cela représente environ 30 millions de personnes. Environ 2% de ce nombre ont été appelés. Et parmi eux, en priorité, ceux qui venaient tout juste de terminer leur contrat ou qui avaient déjà combattu en Syrie dans des endroits de ce genre. Ils avaient donc déjà de l'expérience. Ils étaient encore formés, mais ils n'avaient pas besoin d'autant d'entraînement. Ceux qui venaient juste de terminer leur contrat étaient généralement envoyés pour combler les manques dans d'autres unités. Les personnes qui avaient besoin de plus de formation étaient envoyées en recevoir davantage. Depuis, ce sont surtout des volontaires, environ 30 000 à 40 000 par mois. Certains viennent par patriotisme, d'autres pour l'argent. Quelle qu'en soit la raison, ils viennent. Il y a aussi encore des criminels autorisés à rejoindre pour une courte liste d'infractions, des meurtres compris, je ne vais pas mentir, mais cela dépend du type de meurtre. C'est le genre de situation où quelqu'un se bat dans un bar, frappe un type à la tête avec une bouteille, ou bien le type se fait frapper alors qu'ils sont tous les deux ivres, tombe, se cogne la tête et meurt. En Russie, c'est considéré comme un meurtre, au premier ou au second degré. Donc, pour ce genre d'infraction, on leur donne une chance de, disons, se racheter. Maintenant, ces gars-là reçoivent une formation complète, parce que la plupart des gens disent à ce sujet « Ah oui, sous Prigojine et tout ça ». Et Prigojine recrutait dans les prisons jusqu'à ce qu'on lui interdise de le faire, car ce qu'il faisait, c'était bâtir sa propre renommée sur les cadavres de ces types. Il ne leur donnait pas de véritable formation au sein de Wagner. Il y avait Wagner, il y avait les professionnels de Wagner, et puis il y avait ceux qu'il faisait venir des prisons. Ils ne recevaient aucune formation, ils les utilisaient simplement comme chair à canon. Et ensuite ils criaient « Oh, je ne reçois pas assez d'obus ». Il en avait largement assez. Il disposait de 120% de ce dont il avait besoin. Et en tant que personne ayant organisé des convois militaires, des convois de véhicules lourds, le fait qu'il ait dit « Il m'a fallu 30 minutes, nous avons décidé de marcher d'abord sur Rostov, puis sur Moscou ». Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. En plus, à Rostov, on a vu comment ils se sont déplacés. Tout le monde connaissait leur position. C'était un exercice. Donc c'était une mutinerie qu'il avait déjà planifiée. Et il ne faisait que bâtir sur les cadavres de ces gars enrôlés de force. Pendant que je dis ça, des gens sont encore enrôlés. On leur donne toujours cette possibilité. Des détenus qui arrivent, pour la plupart condamnés pour vol, crimes financiers, ce genre de choses, et ils peuvent s'acquitter de leurs dettes envers la société en combattant. Mais ils reçoivent une formation complète. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai été sur ces bases où ils étaient formés avant de participer à la moindre attaque. Ils sont entraînés pendant jusqu'à 3 mois avant de voir le combat. Et normalement, la manière de faire, c'est que quand on reçoit des recrues inexpérimentées, on les envoie d'abord dans un secteur calme pour qu'elles s'acclimatent, parce que c'est un état d'esprit complètement différent. C'est une atmosphère différente. Si personne n'a déjà été dans un endroit où l'artillerie gronde et où les balles sifflent au-dessus de votre tête, il vaut mieux les acclimater plus lentement que de simplement les jeter dans un hachoir à viande. C'est donc l'une des options. Mais la plupart du temps, ce sont des volontaires. Fait intéressant, les officiers, beaucoup d'officiers de mon âge ou plus âgés qui avaient quitté l'armée, n'ont pas été rappelés. Et on leur dit tous, votre heure n'est pas encore venue. Ce qui se traduit par, il y aura probablement une grande guerre. Et on vous rappellera tous quand on commencera à mobiliser à grande échelle.
Je pense donc que l'armée, du moins du côté militaire, se prépare à une grande guerre avec l'Europe. Ils voient bien ce qui se profile. Je ne pense pas que toute l'Europe s'y engagerait, mais les Européens du Nord semblent déterminés à leur propre destruction. Je veux dire, s'ils en viennent à se battre, que vas-tu faire? À partir de là, l'armée russe est devenue beaucoup plus grande et bien meilleure. Elle a de l'expérience et elle fait tourner ses unités. Ils maintiennent un bataillon ou une brigade en première ligne pendant 6 mois, puis la font revenir, ou, selon les endroits, peut-être sur un rythme de rotation au niveau du bataillon. Ils la ramènent pour repos et réorganisation, puis envoient le bataillon suivant, et ainsi de suite. Donc, personne ne reste là trop longtemps. Passons du côté ukrainien. D'ailleurs, l'Ukraine a ouvert 300 000 dossiers de désertion. Le bureau du procureur ukrainien a ouvert 300 000 dossiers. C'est l'armée française et l'armée britannique réunies, juste pour comparaison. 300 000 cas de désertion. Le problème pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est que les vétérans désertent, parce qu'ils ont compris qu'il n'y aurait jamais de rotation vers l'arrière. La seule façon de quitter le champ de bataille, c'est soit en tant que cadavre, soit, s'ils sont blessés, d'être évacués s'ils ont de la chance. À part ça, c'est prendre leurs armes et filer. C'est la seule issue. Ils rencontrent donc beaucoup de difficultés. Et voilà les deux systèmes. L'un a perdu sa capacité de commandement, l'autre la renforce constamment. C'est ce choc que l'on voit. Il est là. Il se produit en ce moment même. Désolé de t'avoir submergé. Je pense que ce dont vous parlez est vraiment important, car c'est comme une bouffée d'air frais comparé aux informations habituelles que nous recevons sur la guerre en Ukraine. Quand vous avez mentionné avoir vu un économiste à la tête du ministère russe de la Défense, je me suis souvenu du moment où Vladimir Poutine a décidé de le nommer à ce poste. Tout le monde disait que cet homme allait tout changer. Jusqu'à présent, comment jugez-vous ses performances dans ce rôle? Et comment percevez-vous sa manière de gérer le conflit en Ukraine, notamment dans ses relations avec les Européens? Parce que la guerre est fondamentalement une guerre économique. Elle se mène sur ce front-là. Si vous gérez cet aspect, vous pouvez gérer le reste. La partie militaire est entre les mains des commandants. Mais lorsque vous maîtrisez le volet économique du conflit, vous avez alors tout en main pour exercer le contrôle. Comment voyez-vous sa position? Je parle du ministère russe de la Défense, de ses capacités et de ses performances jusqu'à présent. Tu sais, toute guerre qui dure plus d'un mois, peut-être 2, devient une guerre d'économie, parce qu'on atteint ce point de réapprovisionnement où il faut remplacer non seulement les hommes, mais aussi beaucoup de matériel. Certains Européens ne peuvent pas faire ça, du moins pas dans leur état actuel, les Européens non russes. Nous possédons un tiers de l'Europe. C'est une de mes obsessions. Ah, les Européens. Oui, nous possédons un tiers de l'Europe. Continuons. Le USSR, c'est le terme approprié. Tout le pire de l'Union soviétique, rien du meilleur. Ils n'ont rien appris de bon, ils ont juste pris toutes les mauvaises choses et les ont amplifiées. C'est fascinant à observer. Belousov, tout d'abord, pour bien comprendre. Belousov est un ministre de la Défense. Il n'élabore pas de stratégie militaire. Il n'élabore pas la politique militaire en ce qui concerne ce qui se passe sur le champ de bataille. Ce n'est pas son rôle. Gerasimov est responsable des opérations de combat quotidiennes et de tout ce qui s'y rattache. C'est lui, le chef. Enfin, le chef, bien sûr, au-dessus de tout, c'est Vladimir Vladimirovitch. D'ailleurs, Belousov, contrairement à Shoigu, qui est lui aussi un civil, porte très rarement un uniforme militaire. Il détient un grade de général. Mais c'est un titre honorifique. C'est un civil à part entière.
Cela dit, ce que très peu de gens mentionnent, c'est que Belousov est un homme très religieux. Il est très actif dans l'Église. Il y sert comme enfant de cœur. Et si vous connaissez un peu les chrétiens orthodoxes, vous savez que nous pouvons être très stricts sur beaucoup de choses, surtout lorsqu'on sert à l'autel. Tu sais, il doit être très rigoureux à ce sujet. Et pourquoi est-ce important? Les personnes religieuses ont tendance à être beaucoup moins corrompues. C'est simplement comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas pour dire que, tu vois, si un couple se marie, le mari ne partira jamais. Mais il y a bien plus de chances que s'ils vivent simplement ensemble, sans être mariés, l'homme finisse par partir. Il y a un certain niveau d'engagement. Donc, tu as un homme qui est vraiment religieux, pas pour faire semblant, mais quelqu'un qui l'a toujours été toute sa vie. Cela signifie qu'il est beaucoup moins susceptible d'être corrompu, ce qui en fait quelqu'un de droit. Et c'est pour cela qu'il a été recruté, pour redresser la corruption dans différents départements et relancer la politique économique afin de soutenir l'armée. Et d'ailleurs, parce qu'au bout de 4 ans, comment 2% du PIB mondial peuvent-ils résister à 40% du PIB mondial? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, la Russie n'a jamais représenté 2% du PIB mondial. La Russie a toujours été bien plus importante. En tant que directeur de la chaîne d'approvisionnement pour de grandes entreprises de services pétroliers et gaziers, je peux vous dire ce qui s'est passé au début. Lorsque les Américains et les Européens de l'Ouest sont arrivés en Russie après l'effondrement de l'Union soviétique, ils ont dévalorisé toutes les ressources et l'industrie russe. Pourquoi auraient-ils fait cela? Eh bien, du côté russe, ils ne connaissaient pas la valeur du marché. Ils n'en avaient aucune idée. Alors, d'accord, tous ces experts leur disaient, eh bien, peut-être que c'est vraiment ce que nous valons. Il n'y a pas eu de véritable découverte des prix. Ces types n'avaient tout simplement aucune idée. Ils écoutaient leurs supérieurs américains, parce que vous savez, ce sont eux qui nous apprennent tout ce que nous savons, blablabla. Bla bla. Ce qui représentait probablement plutôt 6% ou 7% du PIB a été ramené à 2% du PIB. Et ça, c'est pour commencer. Et on fait ça parce que c'est plus facile d'acheter des choses. Si un gars pense qu'il a pour $100 d'équipement, mais croit que ça ne vaut que $20, et que vous le convainquez que ça ne vaut même pas $20, mais $15, eh bien, vous venez de faire une belle affaire sur cet achat. Et c'est comme ça que le système fonctionne. Mais le problème, c'est qu'ils s'en sont eux-mêmes convaincus. Je parle du camp occidental. Ils se sont persuadés que la Russie ne valait vraiment que ça. Deuxièmement, si l'on regarde les économies de manière réaliste, prenons l'économie américaine. Je veux bien inclure les services dans le PIB, mais j'enlèverai la finance. La part officielle de la finance dans le PIB américain est de 21%. Officiellement, elle dépasse les 30%. Donc, dès le départ, on retire un tiers du PIB américain. Ce secteur ne produit rien. Il ne fournit pas vraiment de services. Il produit de la dette. Le secteur financier russe n'est pas aussi important en comparaison. La Russie possède un vaste secteur manufacturier. C'est un autre aspect que les gens ont tendance à ignorer. À titre d'exemple, en 2025, 2 entreprises russes différentes ont lancé la production de 2 avions moyens courriers entièrement fabriqués avec des pièces russes. L'un d'eux était le Superjet, qui avait déjà été produit auparavant, mais dont une grande partie de l'électronique et d'autres sous-ensembles étaient importés. Désormais, il est fabriqué à 100% en Russie. La Russie a également lancé un nouvel hélicoptère civil, là encore, fabriqué à 100% en Russie. Absolument rien n'est importé. Tout est extrait, découpé, construit, produit, fondu et en somme, entièrement local. L'Europe ne peut pas en faire autant. En réalité, même Boeing ne le pouvait pas, et ne le peut toujours pas aujourd'hui. Le plus grand bureau d'ingénierie de Boeing, leur principal jusqu'en 2022, se trouvait à Moscou.
Vous n'y croyez pas? Vérifiez par vous-même. Il était à Moscou. Plus de 700 ingénieurs y travaillaient, pas aux États-Unis, pas au Royaume-Uni, mais à Moscou. Tout cela est désormais fermé. Ni Airbus ni Boeing ne peuvent construire des avions entièrement fonctionnels en utilisant uniquement ce qui est fabriqué dans l'Union européenne ou aux États-Unis. Ils doivent importer beaucoup. La Russie, en revanche, est dans une large mesure une économie autosuffisante dans la plupart des domaines. Elle se nourrit très bien elle-même. Et d'ailleurs, elle nourrit aussi environ un tiers du monde, tant qu'à faire. C'est le plus grand producteur après la Chine. C'est le principal producteur d'engrais, chimiques et non chimiques, environ 65 millions de tonnes. Les Chinois, je crois, sont autour de 72 millions. Et la Russie croît d'environ 5% à 10% par an. C'est le plus grand exportateur d'engrais. Elle a approvisionné l'Europe en tout. Voilà le problème quand les gens disent « Oh, eh bien, ils ne nous ont donné que du pétrole et du gaz. » Non, ils vous ont donné du diesel, ils vous ont donné des plastiques. Ils vous fournissaient du bois, des produits en bois. BMW, Mercedes et d'autres entreprises commandaient des pièces en acier et en aluminium pour leurs voitures en provenance de Russie. Papier, produits chimiques de base, composés chimiques plus avancés, gaz noble pour l'industrie électronique, panneaux de particules. Je veux dire, si vous parcourez cette liste, sans même parler des denrées alimentaires, la Russie était le principal centre de production de matières premières et de biens semi-assemblés pour toute l'économie de l'URSS. Ils ont tout coupé. En fait, ils sont sur le point de rompre leur dernier lien, ce qui est ironique pour l'uranium traité pour l'énergie nucléaire. La Russie gère environ 70% de la capacité mondiale de traitement de l'uranium. Très bien, vers qui allez-vous vous tourner? Vous n'avez pas assez de capacité chez vous. Les Américains n'en ont pas non plus. Vers qui allez-vous aller? La Chine? C'est à peu près la seule autre option possible. Les Français en ont une quantité convenable, mais c'est surtout pour un usage interne. Alors ils ont tout coupé. Sans s'en rendre compte, le reste du monde a essentiellement dit « Non, foutez-nous la paix, l'Europe. Nous, on continuera à commercer avec la Russie. » En fait, si la Russie peut vous tenir tête, cela veut dire que nous le pouvons aussi, au moins en nous tenant à ses côtés. Et honnêtement, on en a tous assez de vous. Alors tout à coup, le Sud global a dit « Eh bien, restez dans votre jardin. Nous, on restera dans la jungle. Nous sommes libres. Pas de petits animaux dans ce zoo que vous appelez l'Europe. » Et deux, vous savez, la Russie est une économie autosuffisante, si elle le veut vraiment. Je veux dire, si c'est une économie, pourquoi la Russie vendait-elle du pétrole et du gaz à l'Europe? Pour obtenir des euros, afin d'acheter d'autres choses aux Européens. Mais si vous ne pouvez pas obtenir d'euros et que vous ne pouvez rien acheter avec des euros, alors vous n'en avez pas besoin. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de vendre quoi que ce soit à l'Europe. Et une fois que vous ne pouvez plus acheter de produits déjà développés là-bas, vous commencez à investir dans votre propre recherche et développement. Eh bien, une fois ces investissements réalisés, vous n'avez plus besoin de rien. Juste un petit exemple. Je sais que cela n'a rien à voir avec le domaine militaire, mais c'est ainsi que fonctionnent les économies. Un ami à moi était directeur informatique dans l'une des plus grandes papeteries de Russie. Ils envoyaient donc ces énormes rouleaux de papier semi-brut en Allemagne, ces immenses rouleaux d'environ 4 mètres de large. Ensuite, les Allemands les transformaient en papier bureautique pour imprimante, en carton, et ainsi de suite, puis réexportaient le tout vers la Russie. Une partie allait en Russie, une autre vers d'autres pays. Eh bien, les Allemands ont tout arrêté. D'ailleurs, ils se sont aussi privés eux-mêmes de papier. Les journaux allemands ont cessé d'imprimer faute de papier. Les Allemands ont même connu une petite pénurie de papier toilette. Alors, qu'a fait la Russie? Son entreprise a passé 2 ans à mettre en place
4 usines de fabrication de carton. Ils fabriquent 80% du carton de Russie dans ces 4 usines et les 20% restants sont produits par quelques autres entreprises. Ce sont des concurrents. Les Allemands vont-ils jamais revenir sur ce marché? Jamais. C'est fini. Le marché est fermé pour toujours aux Allemands. Et maintenant, tous ces Européens, enfin, beaucoup d'entre eux, se bercent de l'illusion que quand tout cela sera terminé, ils pourront simplement revenir. Eh bien, d'abord, toutes vos niches sont déjà prises, soit par des fabricants russes, soit par la Chine, l'Iran, le Brésil ou quiconque prend votre place. Vous ne reviendrez pas. Ensuite, la plupart des Russes en veulent aux Européens. Ils ne les laisseront pas revenir. Ils ne veulent pas d'eux. Beaucoup de gens ont subi énormément de haine au fil des années. Alors, quand on parle de ce type d'économie et que nous sommes en pleine guerre depuis 4 ans, eh bien l'Europe ne peut pas produire. Elle n'a pas les ressources brutes. Elle n'a pas l'énergie brute. La Russie, elle en a. Et derrière la Russie, il y a la Chine. La Chine est l'arrière profond de la Russie. La Russie est l'arrière profond de la Chine. L'Iran est le front avancé des deux, celui qui défend en réalité leur zone d'influence. C'est donc un autre pays qu'ils ne peuvent pas se permettre de voir vaciller, car si l'Iran tombe, cela ouvre toutes leurs frontières intérieures à la pénétration des États-Unis et de l'OTAN. Ce serait, en somme, une crise existentielle pour la Russie comme pour la Chine, si quelque chose arrivait à l'Iran. Vous commencez à plonger l'Inde dans le désordre parce que les Indiens réalisent soudainement qu'ils sont censés être la prochaine vague de chair à canon pour que les Américains aillent combattre les Chinois ou quelque chose du genre. Ça ne semble pas bon. Et tout à coup, vous vous retrouvez avec le continent eurasien, à l'exception de cette petite péninsule à l'ouest qu'ils appellent l'Europe, qu'il est pratiquement impossible de vaincre, car vous avez affaire à presque la moitié de la population mondiale, et en termes réalistes, à la majorité de l'industrie mondiale. Que faites-vous alors? Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Oui, Sas, tu as mentionné le cas de l'Iran. Nous savons quelle est la situation en Asie de l'Ouest en ce moment. Les États-Unis se préparent, du moins d'après ce que nous voyons autour de l'Iran. Ils se préparent à attaquer l'Iran. Ils forcent l'Iran à... Tu sais, ils essayent de tout faire pour exercer une pression intérieure sur l'économie, surtout en ce qui concerne le taux de change du dollar ici, en Iran. Ils ont mis beaucoup de pression sur l'économie iranienne. Tu sais, nous avons eu les manifestations et les émeutes ici en Iran, manipulées à la fois par les États-Unis et Israël. Et maintenant, nous avons ce genre de renforcement militaire dans la région contre l'Iran. Comment voyez-vous la manière dont Donald Trump... Eh bien, nous savons que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, lorsqu'il a été élu, il a dit que l'une des premières choses qu'il ferait serait d'aller en mer Rouge. Il voulait montrer aux Houthis, aux Yéménites, à quel point les États-Unis étaient puissants. Il a dit que ce serait différent de ce que faisait auparavant l'administration Biden. Ainsi, avec 2 porte-avions, ils sont allés en mer Rouge. Mais après un certain temps, ils se sont rendus compte que rien ne se passait bien dans cette direction, en ce qui concerne la défaite des Yéménites. Ils se sont retirés de la mer Rouge et du Bab el-Mandeb, comme on l'appelle. En ce moment, ils utilisent un porte-avions dans la région et ils veulent tout faire. Ils veulent attaquer l'Iran. Ils veulent un changement de régime. Comme Donald Trump essaie de le souligner, il tente de forcer l'Iran à entrer en négociation. Mais sur le plan militaire, dans quelle mesure les États-Unis et Israël sont-ils capables d'attaquer l'Iran, de détruire l'Iran ou de faire ce qu'ils veulent avec l'Iran? Nous savons qu'ils n'aiment pas le gouvernement iranien. Ils veulent un changement de régime, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent. Mais est-ce suffisant?
La puissance militaire qu'ils ont déployée dans la région est-elle suffisante pour y parvenir? Eh bien, je pense qu'un deuxième groupe de porte-avions se dirige aussi vers cette zone. Oui, exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce que les États-Unis ont réellement accompli avec les Houthis? On a gagné? Ce sont des salauds coriaces, durs à cuire. Mais on a gagné. Qu'est-ce que vous avez gagné? Le Gerald Ford a été endommagé, ça, on le sait. Le truc avec les porte-avions, c'est qu'ils ne sont pas si faciles à couler, mais il n'est pas nécessaire de les couler. Il suffit d'endommager le pont d'envol, d'abîmer la piste juste assez pour que les avions ne puissent plus atterrir ni décoller. Ensuite, ce ne sont plus que des cibles immobiles. Il n'y a plus aucun intérêt à avoir un porte-avions là-bas. Il faut filer à toute vitesse pour éviter de couler et de finir en récif. En plus, les États-Unis n'ont pas de navire atelier. Donc, lorsqu'ils n'ont plus de missiles antiaériens ou de Tomahawks, ils doivent aller quelque part pour les réparations. Avec les Houthis, ils veulent envoyer un patrouilleur. Eh bien, un patrouilleur, ça n'arrivera pas, car aucun porte-avions n'ira là-bas pour une éventuelle opération de combat dans le golfe Persique. Ce serait leur fin. Il n'y a pas de place pour fuir ou manœuvrer. C'est trop peu profond, trop étroit et trop facile à repérer. Leur principal plan est donc de rester dans l'océan Indien, où ils ne peuvent pas être trouvés, et de lancer des sorties. Bien sûr, ils utilisent des plateformes aériennes pour lancer des missiles air-sol. Ils n'ont pas besoin de décoller directement du porte-avions. Ils peuvent partir dans différentes directions et tirer depuis d'autres endroits. Mais le problème, c'est, et personne n'en parle vraiment, ce qui m'étonne, ils disent « Oh oui, eh bien, ils ont une chance parce qu'ils peuvent aller en profondeur. » Jusqu'où peuvent-ils aller? Ce ne sont pas des sous-marins. Maintenant, qu'y a-t-il au-dessus de leur tête? L'espace. Qu'y a-t-il dans l'espace? Des satellites. Vous savez quelle est la guerre par procuration menée par les États-Unis et les Britanniques contre la flotte russe de la mer Noire? Ils fournissent des informations de ciblage pour des drones frappant des navires russes à partir de satellites. Eh bien, vous savez qui d'autre peut jouer à ce jeu? Combien de satellites la Russie et la Chine ont-elles dans le ciel? Parlons de déni plausible. Je ne sais pas où les Iraniens ont obtenu la position exacte de votre porte-avions stationné là-bas pour leurs missiles balistiques de moyenne portée et leurs drones. Oups. Alors, où comptes-tu aller te réfugier? Il n'y a nulle part où les porte-avions américains puissent se cacher sans être repérés par les satellites, sans que ces informations soient transmises. Tu sais, si l'Iran envoie 300 ou 400 missiles et drones en une seule vague, cela submergera, point final, tout ce que ce groupe aéronaval possède. Il manquerait de missiles. Il ne pourrait pas recharger assez vite face à une telle vague. L'Iran en est-il capable? Je pense que oui. Quelle serait la réaction des États-Unis si un porte-avions était coulé ou gravement endommagé avec des centaines et des centaines de victimes? Il y a 5000 personnes à bord du Lincoln. Un taux de perte de 20%. Cela fait déjà 1000 personnes. Et cela va provoquer une énorme explosion à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on passe au nucléaire? Eh bien, si on passe au nucléaire, alors tout prend une direction complètement différente, car ni la Russie ni la Chine ne vont permettre à l'Iran de tomber. Cela ouvre complètement le Caucase et l'Asie centrale pour commencer. Et les deux savent qu'ils sont les prochaines cibles des États-Unis, quoi qu'il arrive. Je veux dire, les États-Unis, du moins la CIA, ont tenté d'assassiner Vladimir Vladimirovitch, et que Poutine ait été ou non dans sa maison de Volodya. Apparemment, ses petits-enfants s'y trouvaient. Ils ont aussi essayé d'assassiner les enfants de Loukachenko pendant cette petite révolution colorée qu'ils ont déclenchée en Biélorussie. Ces gens, nous savons ce qu'ils ont fait à Kadhafi, dont le fils, d'ailleurs, a été assassiné hier.
le premier à s'être présenté et qui aurait pu réunifier le pays. Et bien sûr, 4 hommes armés l'ont abattu dans son jardin. Pas vraiment une surprise, celle-là. Nous savons à qui nous avons affaire. Les gens te disent que nous sommes, eh bien tu vois, et à en juger par les apparences, même avec Vladimir Vladimirovitch, ils étaient en communication avec Trump pendant les négociations, tandis que les Ukrainiens lançaient des drones avec des coordonnées fournies par qui d'autre? La CIA. Donc, nous savons que ces gens sont prêts à assassiner et à tuer des dirigeants avec lesquels ils négocient. On ne peut pas leur faire confiance. Alors, que vont faire la Russie et la Chine? Évidemment, elles vont faire tout ce qu'il faut pour défendre leur pays. Et cela signifie donner les coordonnées d'un porte-avions à l'Iran pour que l'Iran puisse le couler. Exactement, Skippy, c'est ce qu'ils vont faire. C'est dans leur intérêt. Ensuite, il y a les 56 000 Américains à portée de missiles balistiques de courte et moyenne portée de l'Iran. C'est tout le Golfe Persique. C'est l'Irak. C'est la Syrie, qui, soit dit en passant, compte aussi des milices chiites dans ces zones. Il y a beaucoup de Kurdes en colère ces temps-ci dans ces régions qui viennent d'être trahis par les États-Unis. Personne n'oublie cela. Personne n'oubliera ce que les États-Unis ont fait en trahissant un groupe après l'autre. Vous savez, c'est comme ça qu'on se fait des ennemis partout, à la fin. Et il y a des troupes américaines un peu partout. Sont-elles des cibles? Absolument. Deviennent-elles des cibles prioritaires? Absolument. Plus aucune retenue. Israël, vous savez, nous avons 2 entités sionistes qui précipitent le monde vers la guerre. Et nous ne parlons même pas de ce qui se passerait si le détroit d'Ormuz venait à se fermer. Jouons la carte de la stratégie économique à long terme. Le détroit d'Ormuz se ferme. L'Iran peut y poser des mines, évidemment, même si ça prend un peu de temps. Ou l'Iran peut commencer à couler des vedettes, des yachts, peu importe, en les sabordant. Le détroit d'Ormuz est étroit. Sans parler du fait qu'il est surveillé par des systèmes de missiles côtiers partout, ainsi que par des grottes naturelles et artificielles dans les montagnes qui font face au détroit. Donc évidemment, il n'en faut pas beaucoup pour le bloquer. 35-36% du pétrole mondial provient du Golfe Persique. Non, ce n'est pas non plus dans l'intérêt de la Russie. Si le prix du pétrole atteint, enfin, je ne dis pas qu'il atteindra 300, mais 150, 200, il y arrivera facilement. Ce n'est pas non plus dans l'intérêt de la Russie, parce que devinez ce qui se passe quand le prix du pétrole atteint 200 ou 150. L'économie mondiale s'effondre. Et vous savez, la Russie vend du pétrole bon marché à la Chine, mais la Chine va aussi être touchée, car elle a une base industrielle fondée sur les exportations. Tout le monde en subit les conséquences. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt. Mais qu'en est-il du reste du monde? Vous savez, la Russie a suffisamment de pétrole. Les États-Unis en ont aussi assez. Ils devront peut-être réduire leur production, mais ils vont être frappés par la hausse des prix. La seule option serait que Trump déclare l'état d'urgence et nationalise les compagnies pétrolières ou impose un plafond maximal. D'accord, donc les États-Unis sont plus ou moins encore protégés. Ils vont tout de même souffrir. Les prix vont continuer à augmenter, surtout parce qu'ils doivent importer des biens et ils seront toujours affectés par les prix du pétrole. Mais ensuite, il y a l'Europe. Parce que ce qui va se passer, c'est que nous n'allons pas seulement faire face à une hausse des prix. Ce n'est pas un choc des prix. C'est un choc du côté de l'offre. L'offre et la demande de pétrole sont très étroitement alignées. Un peu plus, un peu moins, pas de grande différence. Et tout à coup, on retire 40% ou 35% du pétrole mondial du marché. Il n'y en a plus. Devinez ce qui se passe. Si cela dure 3 ou 4 mois, il y aura des pays européens, africains et d'autres encore qui seront littéralement à court de pétrole. Tout s'arrête. L'économie moderne s'effondre. Plus de pétrole, plus de diesel, plus d'essence. Et maintenant, que fait-on?
Que fait-on vraiment? Effondrement économique total. Pour l'Union européenne, un effondrement économique absolu. Ils se sont coupés de tout le monde, sauf des Américains, pour l'essentiel. Avec le Qatar et quelques autres. Oui. Oh oui, le Qatar ne peut pas exporter non plus. Alors que fais-tu maintenant? Ils ne réfléchissent pas à tout ça, mais ils encouragent tous Trump. Et je doute qu'ils y réfléchissent vraiment, parce que la plupart de ces gens n'en sont pas mentalement capables. Je veux dire, Merz a commencé à dire que peut-être faire sauter la dernière centrale nucléaire n'était pas une bonne idée. La dernière a été démolie pendant son mandat, il y a quelques mois. Et maintenant il dit « Oh, peut-être que c'était une mauvaise idée. Pourquoi ne l'as-tu pas empêché ?» Ces gens ne sont pas clairvoyants. Donc ils soutiennent Trump. Trump peut-il nuire à l'Iran? Oui, bien sûr qu'il le peut. Mais les systèmes de livraison sont complètement déséquilibrés. Le principal missile américain est un Tomahawk. Il transporte quoi? Une ogive d'environ 200 ou 300 livres. Ou en fait, une ogive d'1 kilo. J'aurais dû vérifier ça, le poids exact de l'ogive. Mais si l'on prend le cas du Nigeria, sur les 12 Tomahawks qui ont été tirés, 4 ogives n'ont pas explosé. Elles ont été retrouvées, identifiées, photographiées. 4 ogives. Cela fait un taux d'échec de 33%. Peut-être que c'était juste une mauvaise série. Peut-être que ce sont simplement de vieux missiles. Peut-être qu'ils n'ont jamais été très fiables à la base. Mais si l'on parle d'un taux d'échec de 30 à 33%, on a déjà de gros problèmes. Ne pas exploser, c'est un peu le cœur du problème, non? Il ne suffit pas d'arriver à destination. Il faut réellement exploser sur la cible. S'il manque ce petit quelque chose dans un composant, eh bien d'accord, vous aurez peut-être un trou dans le toit, mais pas un bâtiment ou une installation détruite. Donc, oui, il y a un problème. Voilà le premier. Et la charge utile. Ces assaillants tirent aussi. Les charges utiles sont petites pour le reste des missiles. On parle ici de missiles RR provenant d'avions de chasse, de chasseurs bombardiers. On ne parle pas de bombardement en tapis, car tout ce qui entrerait là maintenant ne survivrait pas à une telle attaque. Donc, on parle d'ogives relativement petites. Un missile balistique de moyenne portée livre essentiellement une ogive d'1 tonne sur la cible. Là, on parle d'une explosion bien plus importante. Et quand des dizaines, voire des centaines d'entre eux explosent dans une ville, et les Israéliens placent leurs systèmes antiaériens à l'intérieur de leur ville, tout comme les Ukrainiens d'ailleurs, rien qu'en détruisant ces systèmes antiaériens, on cause déjà d'énormes dégâts à tout ce qui les entoure. Ainsi, les dégâts vis-à-vis des Américains et des Israéliens vont être bien pires. En plus, on a affaire à un pays compact où il est difficile de passer à côté de quoi que ce soit. Il faudrait vraiment le vouloir pour manquer une installation, car tout est regroupé. L'Iran, en revanche, est beaucoup plus vaste. Les choses y sont dispersées. Et maintenant que la guerre de 12 jours est terminée, l'Iran a signé. En réalité, il l'avait fait dès le 2e jour, parce que tout le monde disait « Oh, la Russie a trahi l'Iran ». Non, la Russie n'a jamais trahi l'Iran. Les libéraux, malheureusement, comme nous le savons, ne le voulaient pas. La Russie proposait une alliance militaire stricte du niveau de celle de la Corée du Nord. À la place, elle a obtenu une déclaration édulcorée sur des efforts communs contre les menaces régionales. Quoi que ça veuille dire, cela ne veut rien dire. Et puis l'Iran a en fait signé le document un jour après le début de la guerre de 12 jours, au moment où la tentative de décapitation a commencé. La Russie avait déjà tout signé. Les choses ont changé. Les S-300 russes sont en place, les S-400 russes aussi, et la Russie a envoyé des Su-35 en Iran. Des pilotes iraniens ont été formés, ou d'autres sont en cours de formation sur les Su-35. Les Chinois apportent du matériel lourd. Tous les camps installent du matériel de brouillage. Comme nous l'avons vu,
Toute la révolution s'est effondrée dès que les terminaux Starlink ont été premièrement brouillés et deuxièmement déplacés, et que les gens ont pu être capturés avec leurs terminaux. Nous faisons face à un tout autre niveau de capacité ici. Et ils ne peuvent plus réaliser le genre de décapitation que les Israéliens ont effectué auparavant, celle sur laquelle Trump comptait. On ne peut le faire qu'une seule fois, à moins d'avoir affaire à un idiot complet qui ne tire aucune leçon de sa première erreur. L'Iran n'est pas un idiot complet. Il a très bien appris. Cela ne se reproduira pas. Alors, que faire maintenant? Non, je ne pense pas qu'ils en aient la capacité. À moins qu'ils ne passent au nucléaire, ce qui est un tout autre domaine. Ils ont bien sûr la capacité de causer des dommages à l'Iran, mais ils ne peuvent pas le détruire. Leur seul espoir est d'essayer de détruire l'Iran de l'intérieur en utilisant ces différents groupes révolutionnaires. Et l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont désormais essentiellement des proxys américains et israéliens. Je veux dire, il y a une base américaine en Azerbaïdjan. Il y a une base israélienne en Azerbaïdjan. Et nous savons que c'est un fait. Les derniers drones qui survolaient la mer Caspienne et ont frappé des pétroliers russes venaient évidemment d'Azerbaïdjan. Il n'y a que quelques pays sur la mer Caspienne, donc ce n'était certainement pas la Russie ni l'Iran. Il ne reste donc que l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Les témoins les ont vus venir d'Azerbaïdjan. Ces zones doivent être traitées tôt ou tard. Mais le fait est que, selon moi, en dehors d'une sorte d'explosion interne au sein de la société iranienne, il n'y a absolument aucune chance, à moins d'utiliser l'arme nucléaire, que les États-Unis puissent détruire l'Iran. Merci beaucoup, Sas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir, et c'était formidable d'entendre votre point de vue, ainsi que les informations que vous avez partagées avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Toujours un plaisir.